Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer, ça va faire venir les retardataires. Donc merci à tous d'assister à cette 9e table ronde de notre cycle dédié à la transition énergétique. Donc malheureusement, Benjamin, qui d'habitude co-anime les événements avec moi, ne peut pas se joindre à nous ce soir. Il en est désolé, mais voilà, donc j'aurai le plaisir d'animer seul cette table ronde ce soir. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du financement des travaux de rénovation énergétique envisagés par les personnes publiques, considérés comme vous le savez tous, comme des acheteurs publics au sens de la commande publique et qui sont soumis aux règles qui sont fixées dans le code de la commande publique. Et le cadre juridique a fait l'objet d'une évolution législative récente qui va permettre de faciliter, on l'espère en tout cas, les travaux de rénovation énergétique des personnes publiques. Donc, la performance énergétique des bâtiments constitue un enjeu majeur de la transition énergétique. En effet, le secteur des bâtiments, dans son ensemble, représente 44% de la consommation d'énergie finale et un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. À titre d'illustration, les collectivités contribuent à plus de 12% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc ce qui est relativement significatif. Donc, c'est pourquoi, et dans ce contexte, la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, a inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation une obligation de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. Une obligation qui est progressive au travers d'objectifs concrets par étapes, dont les modalités ont été précisées par le dispositif éco-efficacité tertiaire, connu sous le nom de décret tertiaire. Entre dans le champ de ces obligations de réduction des consommations énergétiques l'ensemble des bâtiments hébergeant des activités tertiaires, donc que ces activités fassent partie du secteur public ou du secteur privé, et quelle que soit leur année de mise en service. Et cette obligation dépend en fait de la surface allouée au secteur tertiaire. Et si cette surface est supérieure ou égale à 1000 m², les activités tertiaires sont soumises à cette obligation de réduction des consommations. Les principaux projets de rénovation énergétique concernés sont les chantiers permettant un retour sur investissement rapide et élevé, les travaux de rénovation énergétique les plus importants et les opérations immobilières plus lourdes. Le parc immobilier de l'État et des collectivités territoriales comptait en 2020 près de 380 millions de mètres carrés, ce qui représente 38% du parc tertiaire national. La rénovation des bâtiments publics et l'amélioration de leur performance énergétique constituent donc un défi de la politique de performance énergétique du secteur tertiaire. Par ailleurs, au regard de la volatilité des prix sur les marchés de l'énergie et les difficultés rencontrées très récemment par de nombreuses personnes publiques qui ont connu des augmentations du coût de fourniture d'énergie pouvant aller jusqu'à 300% pour certaines collectivités, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments et la baisse de leur consommation représentent également un enjeu d'ordre économique et financier, même si le coût initial des rénovations peut justement s'avérer très élevé. Le financement des travaux de rénovation énergétique représente donc un enjeu important. Le budget nécessaire pour la rénovation des bâtiments publics est estimé à près de 500 milliards d'euros d'ici 2050 et 400 millions de mètres carrés du parc public doivent être rénovés. Les personnes publiques étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, soumises aux règles de la commande publique, la programmation des travaux de rénovation énergétique par les personnes publiques est souvent complexe. Toutefois, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, une loi récente du 30 mars dernier a pour objet de faciliter la programmation de ces travaux en assouplissant certaines règles de la commande publique afin de faciliter le recours aux contrats de performance énergétique par les personnes publiques. Donc on va en parler plus en détail lors de la table ronde. Et pour présenter ce dispositif, nous avons la chance d'avoir à nos côtés donc, Nicolas Vital, Agnès Macaire et François Thomazeau. Donc je vous laisse faire un petit tour et vous présenter chacun votre tour. Merci beaucoup. Donc Nicolas Vital, je travaille chez Finafra, la mission d'appui au financement des infrastructures de la Direction générale du Trésor au ministère de l'économie.
Donc, Agnès Macaire, associée au cabinet de Gaulle-Fleurance. Moi, j'interviens en droit public et beaucoup en contrat de la commande publique. Bonjour, François Tomaso, je travaille dans un think tank qui s'appelle I4C, Institute for Climate Economics, qui est dédié à la recherche sur les enjeux économiques et financiers du changement climatique. Et plus particulièrement, je travaille dans le programme qui réfléchit et analyse les enjeux spécifiques des collectivités territoriales, et après avoir passé l'essentiel de ma vie professionnelle dans le secteur public au sein des collectivités. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai une question qui s'adresse à la fois à vous, Nicolas, et à vous, François. Donc, Nicolas, pour introduire le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire si vous disposez de chiffres concernant la performance énergétique des bâtiments publics à date et quels sont les travaux compris dans ce budget estimatif de 500 milliards d'euros de rénovation? Et François, savez-vous si nous disposons justement de données suffisantes pour évaluer les travaux nécessaires que l'ensemble du secteur tertiaire doit mettre en œuvre pour respecter justement les objectifs du décret tertiaire? Nicolas, je vous laisse peut-être commencer. Très bien, merci. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité, puisque vous avez sans doute entendu la Première ministre qui s'est exprimée sur la planification écologique en début de semaine, et on a vu que le secteur du bâtiment est le secteur qui doit le plus contribuer en proportion à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est 2/3 des émissions du secteur du bâtiment qui doivent qui doivent disparaître en fait. Et donc, comme vous l'avez dit, il faut absolument atteindre ces objectifs de rénovation des bâtiments pour atteindre nos objectifs généraux d'adaptation au changement climatique et de lutte contre le changement climatique. Et donc, effectivement, une certaine réglementation a été mise en place pour atteindre ces objectifs. Le décret tertiaire, vous l'avez mentionné. Simplement pour préciser, il y a 3 jalons dans le décret tertiaire. Moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050 en termes de consommation. Il y a d'autres réglementations. Il y a la directive sur l'efficacité énergétique qui est en fin de discussion au niveau européen. Il y a eu un accord en trilogue, donc aujourd'hui, normalement, c'est plus qu'une question de procédure qui oblige à rénover 3% des bâtiments par an d'ici 2050, 3% de rénovation, mais pour atteindre ce que la directive appelle Nearly Net Zero Building, donc des bâtiments qui sont presque autosuffisants en fait en énergie, donc un objectif très, très ambitieux. Et donc, bon, au final, tout ça va coûter extrêmement cher, comme vous l'avez mentionné. Alors, sur l'état du parc, c'est très compliqué. On est en train de faire le travail, surtout la direction de l'immobilier de l'État, au niveau de l'État, qui est en train de faire le travail. Vous allez me dire, ça aurait peut-être pu être fait avant, mais c'est quand même pas évident, quand on a l'État 90 millions de mètres carrés, de savoir exactement quel est l'état de rénovation de chacun de ces bâtiments et combien va coûter la rénovation de chacun de ces bâtiments. Donc on essaie de classer les bâtiments suivant leur niveau de performance et essayer de construire une trajectoire. Les collectivités territoriales, c'est encore plus compliqué en fait, parce que c'est beaucoup plus dispersé. Et donc quand on est l'État et qu'on doit faire une trajectoire nationale de réduction, en fait, collecter les données, c'est extrêmement compliqué. Alors on commence à faire des choses avec du patrimoine qu'on connaît un petit peu, c'est les écoles par exemple, où là on a des données via l'éducation nationale, c'est une partie du patrimoine des collectivités, c'est les écoles primaires, c'est 40 millions de mètres carrés sur les 200 millions des collectivités, sur les 300 millions des collectivités territoriales, 200 millions non. Donc c'est à peu près, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Alors sur les 500 milliards, c'est pas très compliqué en fait, hein. La rénovation, pour atteindre BBC Rénovation, on peut penser que c'est entre 1000 et 1500 euros le mètre carré. C'est vraiment à la grande louche. 380 millions de mètres carrés, on multiplie, c'est entre 350 et 550 milliards. Donc voilà. Alors évidemment, on fait des calculs plus fins que ça, mais simplement pour l'ordre de grandeur, on aboutit à ça. Donc pour l'État seul, on est autour de 150 milliards en fait, 100 ou 150 milliards. Et si vous voulez avoir une idée de combien dépense l'État par an
Aujourd'hui, pour la rénovation énergétique de ces bâtiments, c'est 450 millions. Donc, si on veut faire 150 milliards d'investissements de rénovation énergétique d'ici 2050, ben en fait, il faut multiplier l'effort annuel de l'État par entre 10 et 15, en fait. Donc, c'est absolument énorme. Et donc, nécessairement, il y a cette problématique de financement qui se pose. Alors, les collectivités ont sans doute le même sujet. Et on va en reparler des capacités de financement des collectivités. Et voilà, je pense que c'est le constat de base, c'est le mur du financement et comment on peut trouver des ressources pour dépasser ce mur du financement. Merci beaucoup. François, tu veux réagir ? Nicolas a déjà dit beaucoup de choses. Ce que je peux ajouter, c'est que du côté d'i4C, il y en a qui veulent avoir un petit peu plus de chiffres précis. On a conduit deux travaux qui sont intéressants sur le sujet. Depuis, je pense, 2015 à peu près, on édite tous les automnes un document qui s'appelle le Panorama des financements climat, qui fait le point sur les dépenses que tous les acteurs économiques dédient à un certain nombre de secteurs qui concourent à la transition. Évidemment, la rénovation des bâtiments fait partie, donc là je ne parle pas que du tertiaire, je parle y compris des logements. Et fait le point aussi sur la marche qui reste à franchir en termes d'investissement annuel si on veut atteindre la neutralité carbone dans le respect des objectifs qui sont fixés dans la SNBC. Et donc, pour le secteur bâtiment dans son intégralité, la marche à franchir, elle est de l'ordre de 1,5. C'est-à-dire qu'on investit aux alentours de 20 milliards d'euros annuels, d'après nos calculs, tous acteurs publics confondus. Et il faudrait passer entre 30 et 35 selon les scénarios de transition, puisqu'il y a celui de la SNBC, mais on a aussi fait les calculs sur la base des scénarios de l'ADEME. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais en gros, l'ADEME a fait 4 scénarios de transition vers la neutralité carbone, plus ou moins sobre, plus ou moins dans l'innovation. Deuxième étude intéressante et qui va boucler avec des choses qu'on dira plus tard, on a décliné cet exercice spécifiquement pour les collectivités territoriales. On a essayé, en tout cas, avec les données dont on dispose. C'est un gros sujet à l'accès à la donnée en matière d'économie du climat. Et donc, on est arrivé à des chiffres qui sont des ordres de grandeur qui sont à peu près similaires, à savoir que, de notre point de vue, les collectivités territoriales dédient à peu près 1,5 milliard d'euros par an au sujet actuellement. Bon, c'est des évaluations à la louche, sur la base de coûts unitaires, etc. Et pour arriver à la neutralité carbone, selon la trajectoire SNBC, il faudrait qu'elle passe tout de suite à près de 3 milliards d'euros par an, donc un facteur 2. D'accord, merci beaucoup. Agnès, donc pour continuer d'introduire le sujet et bien comprendre les apports du dispositif dont on va parler lors de la table ronde et du dispositif donc adopté récemment par le législateur, pourrais-tu nous expliquer quelles sont les règles d'exécution financière qui sont définies par le Code public et qui s'avèrent contraignantes pour les personnes publiques et qui sont susceptibles de freiner la mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique et surtout, quel est leur objet ? Alors effectivement, les règles de la commande publique, elles se heurtent à la logique des contrats de performance énergétique. Parce que les contrats de performance énergétique, de manière très schématique, ils reposent sur une logique à la fois globale et circulaire. Globale parce que agir sur la performance énergétique d'un bâtiment, c'est réaliser des investissements, soit des travaux ou de l'achat de fournitures et d'équipements. Et cet achat de fournitures et d'équipements, la réalisation de ces travaux, va permettre, dans la durée, une fois qu'ils seront réalisés, de faire des diminutions dans la consommation d'énergie du bâtiment. Et cette réduction de consommation d'énergie, elle va se matérialiser tout au long de l'exploitation du bâtiment. Donc il faut avoir cette approche globale, à la fois sur la réalisation des travaux et la fourniture d'équipements, et ensuite l'exploitation du bâtiment. Ensuite, la logique, elle est circulaire. Circulaire parce que c'est la réduction de la consommation d'énergie qui va permettre de réaliser des économies d'énergie. Et c'est ces économies d'énergie qui vont permettre de financer les travaux qui ont été réalisés.
Et donc cette logique globale et circulaire, elle heurte de plein fouet plusieurs principes de la commande publique. Il y a principalement 2 principes. Le premier principe, c'est celui de l'allotissement, c'est-à-dire qu'en droit de la commande publique, vous devez normalement passer des marchés séparés pour des prestations séparées, pour faire simple. Donc si vous avez des travaux, vous devez passer un marché pour vos travaux, et si vous avez de l'exploitation-maintenance, un marché pour l'exploitation-maintenance. Donc là, on voit que ça ne fonctionne pas avec cette logique globale du contrat de performance énergétique. Il y a des exceptions qui existent déjà dans le droit de la commande publique qui permettent de conclure des contrats globaux qui portent à la fois sur des travaux, la fourniture d'équipements et l'exploitation-maintenance. Mais ces exceptions, aujourd'hui, elles conservent malgré tout une limite qui est que même s'il y a un contrat qui est global, il doit y avoir une étanchéité entre la rémunération due au titre des travaux et la rémunération due au titre de l'exploitation-maintenance. Et ça, on comprend que c'est incompatible avec la logique du contrat de performance énergétique. L'autre grand principe de la commande publique qui fait obstacle au contrat de performance énergétique, c'est l'interdiction de paiement différé. Donc en droit de la commande publique, la logique pour un marché public, c'est que le titulaire du marché, il est payé au fur et à mesure de la réalisation des prestations par un système de paiement qui repose sur des avances, des acomptes et un paiement du solde à réception. La logique du point de vue du titulaire du contrat, c'est que lui, il doit avoir une logique de courbe de cash neutre, c'est-à-dire qu'il doit être payé par la personne publique au fur et à mesure où lui-même va devoir décaisser les frais pour réaliser les prestations. Si on est dans une logique de paiement différé, alors à ce moment-là, ça veut dire que le titulaire du contrat, il ne sera payé qu'une fois qu'il aura réalisé les investissements et il sera payé de manière étalée. Donc ça veut dire qu'il va devoir préfinancer les frais qu'il va supporter. Et ce préfinancement, il a un coût qui est applicable à une entreprise du secteur privé, mais il va le répercuter à la personne publique qui, elle, va le payer via les sommes qu'elle versera au titulaire du marché. Et donc on considère que ce paiement par la personne publique, donc qui est étalé dans le temps, ça revient à un endettement en fait indirect de la personne publique. Et cet endettement, alors aujourd'hui, quand il est possible dans le cadre des contrats de la commande publique, il est encadré, il est contrôlé, mais il y a eu une période où il était mis en place et avec quelques dérives. Cet endettement, donc outre le fait qu'il faut qu'il soit encadré et s'assurer que la collectivité ne devient pas surendettée, il se fait à un coût qui est plus élevé que si la collectivité s'endettait elle-même, puisque les personnes publiques, compte tenu de leur contrepartie, ont parfois des conditions de crédit plus avantageuses que le secteur privé. Voilà, donc ça pour faire dire les choses simplement, c'est les 2 grands principes de la commande publique qui aujourd'hui font obstacle, ou en tout cas freinent la réalisation des travaux de performance énergétique. Alors, on n'a pas entendu 2023 pour avoir des dérogations qui permettent de mener des travaux de performance énergétique. Aujourd'hui, il y a 2 contrats de la commande publique dérogatoires qui permettent de réaliser les projets de performance énergétique. Le premier, si on prend d'ailleurs chronologiquement, c'était le contrat de partenariat en 2004 qui a été introduit et qui permet de recourir au contrat de performance énergétique parce qu'il déroge à 2 principes, le principe de l'allotissement et le principe du paiement différé. En revanche, ce contrat-là, il est soumis à un certain nombre de conditions, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, qui sont assez lourdes pour sa passation. Il est réservé à certains types d'acheteurs et pour les projets qui dépassent un certain seuil. Et pour les projets de performance énergétique, c'est 2 millions d'euros. Donc ça écarte d'office les plus petits projets. L'autre outil contractuel dérogatoire au droit de la commande publique qui existe déjà aujourd'hui, c'est le contrat de performance énergétique, le marché public global de performance énergétique, qui a été introduit dans le code de la commande publique. Alors le marché global de performance, il existait et il a ensuite été élargi pour pouvoir être mis en place lorsque les objectifs de performance assignés aux titulaires sont des objectifs de performance énergétique. Ce contrat-là, il déroge au premier principe de l'allotissement et d'étanchéité entre la rémunération des prestations de travaux et des prestations d'exploitation-maintenance. Mais en revanche, il ne déroge pas à l'interdiction de paiement différé. Et le nouvel outil dont on parle aujourd'hui, donc le marché public global de performance à tiers financement, qu'on appelle aussi à paiement différé, c'est un nouvel outil hybride, un petit peu entre les 2 premiers, c'est-à-dire que c'est un marché global de performance, mais avec paiement différé. Et parce qu'il est avec paiement différé, il induit une certaine forme d'endettement pour la personne publique. Et donc, on a appliqué à ce contrat, le législateur a appliqué à ce contrat des contraintes, des conditions qui sont assez proches de celles du marché de partenariat.
je dis assez proches, parce que ce n'est pas exactement les mêmes, même si c'est ce que certains auteurs ont tendance à écrire. C'est assez proche, mais il y a quelques différences. Là aussi, on en reparlera peut-être de manière un peu plus précise ensuite. Merci beaucoup Agnès. François, je me tourne vers toi. Donc, nous venons de rappeler les contraintes juridiques auxquelles font face les personnes publiques pour la mise en place de ces travaux. Dans le cadre de ton activité actuelle et expérience passée dans différentes collectivités territoriales, tu as dû également constater des contraintes économiques et financières qui peuvent aussi s'opposer à la mise en place de ce type de projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont justement ces contraintes économiques et financières auxquelles font face notamment les collectivités? Et pourrais-tu nous expliquer et nous en dire plus sur ce qu'est le dispositif de budget vert dont justement le think tank dont tu fais partie a beaucoup parlé très récemment? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, quand on parle des collectivités, c'est un paysage institutionnel qu'on a parfois un peu de mal à saisir quand on veut avoir une vision globale. J'ai été aussi dirigeant d'opérateur de l'État et je vois bien toute la différence. L'État a une main sur la façon dont il peut piloter ses opérateurs qu'il n'a pas sur les collectivités. Elles sont au nombre de plus de 35 000 et chacune d'entre elles est dotée de la libre administration qui découle du fait que ces dirigeants sont élus au suffrage universel. Et donc, c'est un pilotage plus complexe lié au fait que les dirigeants, les élus, ont le libre choix de leurs orientations politiques et peuvent décider de procéder à de la rénovation énergétique ou pas. Et donc, quand on analyse les freins, il y a des freins multiples qui doivent être regardés. Si on se concentre sur les freins économiques et budgétaires, ce qu'on peut dire, je dirais de façon générale, c'est que l'ennemi numéro 1 de l'investisseur, c'est l'incertitude. Et qu'il y a un point qui me frappe beaucoup dans la façon dont sont pilotées les finances locales en règle générale, mais ça ne date pas d'hier, hein, c'est vraiment le côté extrêmement conjoncturel de la façon dont c'est fait. Les collectivités ont une faible prévisibilité sur un grand nombre de leurs dépenses et de leurs recettes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant et qui explique que parfois, comme c'est le cas en ce moment, on se retrouve dans une situation où la situation financière des collectivités est globalement bonne. Alors après, c'est toute la complexité de 35 000 opérateurs, c'est qu'on peut en avoir certaines pour qui ce n'est pas le cas, mais globalement, elle est bonne. Et qu'en même temps, elles vont avoir des fortes appréhensions sur l'avenir. Ces fortes appréhensions, aujourd'hui, elles sont principalement liées à la crise énergétique et à ses conséquences, notamment à la remontée des taux d'intérêt. Mais plus généralement, je dirais que le fait qu'il n'y ait pas de vision, au moins, je dirais, quinquennale, sur l'échelle, par exemple, d'un mandat national, de comment sont pilotées les finances publiques nationales et de garantir un certain nombre de sécurités, est un gros frein. Un deuxième frein qui est à analyser, qui est économique, mais qui est analysé, à mon avis, selon des critères plus de sciences sociales, d'historique, c'est une réticence forte des collectivités à l'endettement. Qu'on constate, c'est-à-dire que les collectivités ont un potentiel d'endettement assez fort qui n'est pas mobilisé. Et donc ça, c'est quand même un sujet. C'est moins vrai pour les très grosses, c'est plus vrai pour les petites, mais il y a cette image qu'une bonne gestion, c'est je rends à la fin de mon mandat ma mairie sans emprunt. Et ça, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être analysé, parce que quand on écoute par exemple Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz qui ont rendu un rapport récent sur les coûts les enjeux économiques de la transition, ils disent qu'il y a plein de mauvaises raisons de s'endetter, mais le climat n'en fait pas partie. Et c'est vrai, y compris à l'échelle locale. Et donc, il y a probablement une bataille culturelle et économique à mener sur la question de l'endettement des collectivités. J'ajouterai un dernier point sur ce sujet qui est un frein qui n'est pas économique, mais qui est très important, puisque tu m'as demandé de faire appel à mon expérience aussi de praticien des collectivités. On sort d'un cycle de longue durée qui était quand même un cycle de maires et je dis de maires, mais il faut intégrer là-dedans présidents de conseils départementaux et de régions, qui étaient des bâtisseurs. C'est-à-dire que
Moi, j'ai grandi dans la territoriale avec cette image qu'un PPI, c'était un PPI où on construisait des équipements, on offrait des nouveaux services. C'était vraiment l'essence même d'un mandat politique que d'inscrire de nouveaux équipements, des écoles, des bibliothèques, etc., qui souvent, il faut le dire, faisaient défaut. Et aujourd'hui, on a probablement on entre dans une nouvelle ère politique dans laquelle l'enjeu de travailler sur son patrimoine, le rénover, devient un enjeu aussi important que construire, parce que je ne dis pas que le service public est arrivé à maturité sur tous les plans, bien au contraire, mais l'enjeu climatique devient un enjeu en tant que tel, et afficher des économies d'énergie, afficher sa contribution au climat devient un enjeu en tant que tel. C'est moins flashy. Dans un programme électoral, c'est pas vendeur, mais néanmoins, c'est dans ce monde-là qu'on est en train de rentrer. Et du coup, je fais la passerelle avec la deuxième question. La question des budgets verts, elle dépasse les collectivités territoriales. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui suivent un petit peu le sujet, par exemple, au sein de l'État. Il existe un processus de budgétisation verte de l'État qui vise en fait à dire pour un certain nombre de dépenses si elles sont positives ou bénéfiques ou néfastes à l'environnement. Alors, du côté de l'État, c'est une démarche unifiée, évidemment, qui est multicritère, c'est-à-dire qu'il y a 6 axes environnementaux. Et en gros, on analyse un certain nombre de dépenses au regard de ces axes. À partir du moment où c'est défavorable pour un axe, on va considérer que la dépense n'est pas favorable pour l'ensemble. Enfin bref, il y a cette analyse multicritère qui est spécifique. Pour les collectivités, une telle démarche unifiée n'existe pas. Encore une fois, c'est parti du terrain, c'est parti des élus qui ont souhaité le faire. Notamment, lors des dernières municipales, il y a quand même eu un virage pris sur ces sujets. Et donc, plusieurs grandes villes et régions se sont mobilisées pour construire ensemble une méthode que nous, on a appuyée méthodologiquement de budgétisation verte des collectivités focalisée sur le climat. En gros, on passe toutes les dépenses d'un budget à la loupe des critères de la taxonomie européenne sur ce qui est bon ou pas pour le climat. Et on va afficher en marge du budget, en marge du compte administratif qui retrace l'exécution, ce qu'il en est. Et on a une sorte de coloration d'un grand nombre de lignes budgétaires qui disent certaines sont très favorables, d'autres sont favorables, d'autres sont défavorables. Il faut savoir qu'il y a la grande majorité des lignes budgétaires qui ne peuvent pas être qualifiées. Et donc, il y a un côté un peu frustrant de l'exercice qui ne qualifie que certaines choses. Mais par exemple, pour valoriser les travaux de rénovation énergétique, c'est quelque chose qui est très bien, puisque du coup, c'est comme je disais, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vendeur du point de vue de la construction. Ça n'améliore pas l'offre aux usagers, ou alors ce n'est pas le jeu principal, disons. Mais en revanche, on peut afficher qu'on contribue positivement à la neutralité carbone. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a peut-être dû avoir des craintes aussi suite à tous les dossiers d'emprunt toxique des collectivités, justement, à l'endettement. Enfin, ça peut être notamment une des explications, j'imagine. Oui, je peux en parler des heures. Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est un sujet qui me passionne. Je l'ai vécu de plein fouet, puisque j'ai été directeur financier d'une collectivité qui avait souscrit un très grand nombre d'emprunts toxiques. Et donc, j'ai dû désensibiliser cet encours, selon le terme consacré. Il y a eu 2 moments qui ont rompu la confiance des élus avec l'endettement, dans mon expérience, et j'en ai parlé avec beaucoup de gens, donc je pense que c'est aujourd'hui assez communément admis. Il y a eu un premier moment dans les années 2008-2010, après la crise financière, quand un grand nombre d'acteurs bancaires se sont retirés du marché des collectivités, un peu brutalement. Et moi, à l'époque, je travaillais au département de l'Hérault, les départements sont des très gros investisseurs, notamment dans le domaine routier et pour les collèges. Et en fait, plus personne ne voulait nous prêter d'argent, alors qu'on était dans une excellente situation financière. C'était vraiment un moment où les investisseurs institutionnels traditionnels se sont retirés. Et donc, il y a eu un côté pour les collectivités de se dire, il va falloir qu'on se débrouille. Donc, il y a eu, par exemple, la création d'une nouvelle banque, l'Agence France Locale, qui est une banque des collectivités pour les collectivités, qui a fait suite à ça. Mais enfin, passons. Ce sujet est clos puisque depuis 10 ans, l'argent coule à flot et on a beaucoup d'acteurs qui viennent voir les collectivités pour leur prêter de l'argent, y compris à des taux extrêmement faibles. Et puis, il y a eu ce deuxième moment qui sont les emprunts toxiques, qui étaient notamment fournis par une banque publique qui s'appelait Dexia et qui s'appelait Dexia Crédit Local. Avant, c'était Crédit Municipal. Donc, c'est quelque chose, à Clermont-Ferrand, là où j'étais directeur financier, Dexia
était la banque, mais était aussi le conseil. Il y avait une sorte de confiance qui était institutionnalisée. Et donc, effectivement, le fait que ces banques aient pris des emprunts extrêmement risqués et les aient en grande partie répercutés sur les collectivités a joué à créer de la défiance. Aujourd'hui, tout cela est strictement encadré, n'existe plus et c'est heureux, mais simplement, voilà, il reste, à mon avis, des traces profondes de ces deux épisodes. Merci beaucoup. Donc, pour rentrer dans le détail un petit peu du dispositif qui vient d'être adopté et justement de l'historique de sa mise en place. Je me tourne vers vous, Nicolas. Donc, vous faites partie donc, de Fininfra, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Et nous comprenons que vous avez été très impliqué dans la rédaction de la loi du 30 mars 2023, justement, qui vise à ouvrir le tiers financement donc, à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles ont été les grandes étapes de l'adoption de ce texte? Et Agnès, tout à l'heure, a dressé, a esquissé un petit peu comment fonctionne ce dispositif, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il consiste exactement? Oui, très bien. Alors, peut-être qu'il faut déjà partir du constat. J'ai déjà donné quelques éléments de constat. On en a donné aussi sur le fait qu'il faut mobiliser des financements extrêmement importants pour la rénovation énergétique. Sur les marchés de partenariat, tu as évoqué, Agnès, la difficulté de les conclure. Pour ceux qui s'intéressent peut-être à ce domaine, je ne sais pas si vous savez combien de marchés de partenariat sont signés par an depuis 5 ans, mais c'est entre 0 et 1. Donc aujourd'hui, en fait, les marchés de partenariat n'existent plus. Ou virtuellement plus. Et néanmoins, on est frappé par le nombre de personnes publiques qui viennent nous voir en disant on aimerait peut-être en conclure, mais qui souvent pour des raisons politiques, parce que les PPP c'est horrible, ne veulent pas en conclure. On est aussi frappé par le fait qu'on a beaucoup d'acteurs privés, d'acteurs du secteur du financement privé, à la fois des fonds d'investissement, mais aussi des prêteurs qui viennent nous voir et qui trépignent parce qu'ils souhaitent en fait prêter. Et finalement, il y a une telle concurrence qui se crée qu'on finit par penser qu'il y a peut-être des bonnes affaires à faire du côté des personnes publiques. Et enfin, il y a une conviction qui est chez nous, qui est plutôt partagée, en tout cas dans une partie du ministère de l'économie, sur le fait que le financement privé a aussi des vertus et que ce financement privé, ou tiers financement tel qu'il est appelé dans le titre de cette loi, eh bien, parce qu'il apporte, peut permettre d'atteindre plus efficacement les objectifs de performance énergétique. Et donc finalement est née l'idée de voir comment on pouvait faciliter l'accès à ces montages avec financement privé. Alors ça a commencé avec un truc qui n'a pas duré bien longtemps, qui était dans la loi de finances pour 2022. C'était la première mouture de ce texte, et à l'époque ça a été censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier budgétaire. Et ça a été ensuite repris sous la forme d'une proposition de loi par le député Thomas Cazenave. Et donc, on a pu ainsi essayer de créer un nouveau cadre juridique de ces contrats à financement privé pour la rénovation énergétique. Alors, bon, la première chose qu'on a essayé de faire avec ce texte, et je pense à titre personnel que c'est le principal effet de ce texte, c'est qu'on a changé le nom. Et je pense que vraiment le fait de changer le nom de cet outil peut vraiment avoir un effet un peu désinhibant sur le recours à ce type de contrat. Et donc, le rebranding en marché global de performance à paiement différé peut-être avoir un effet. Ensuite, il y a un certain nombre de choses que l'on essaie de faire. Je pense que Agnès va peut-être détailler les choses sur tous les points, mais sur les grands objectifs, donc c'est simplification. Donc voilà, on essaie de simplifier les conditions de recours à ces contrats. Il y a des études préalables, on sait qu'elles ne sont pas forcément faciles à faire. On est bien placé pour le savoir chez Fininfra. Et donc on essaie de simplifier la méthodologie.
Accélérer, on essaie aussi d'accélérer les procédures de saisine, donc de notre saisine à nous, Finafra, saisine de la direction du budget ou la direction locale des finances publiques. Et mutualisation, je pense que c'est le dernier point, et c'est peut-être le point le plus innovant du texte, et ça rejoint le point sur les collectivités territoriales qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un tel éparpillement du patrimoine des collectivités territoriales et aussi, il faut bien constater que les petites collectivités, elles ne sont pas forcément les mieux armées pour mener leurs travaux de rénovation énergétique. On essaie de penser à des moyens de rassembler ces projets, mutualiser ces projets, et ce texte essaie de proposer des solutions pour permettre cette mutualisation. Donc voilà un peu les grands objectifs. Donc c'est le rebranding, l'accélération, simplification, la mutualisation. Voilà ce qu'on a essayé de faire avec ce texte. Mais voilà, on pourrait en revenir plus en détail plus tard. Merci beaucoup. Agnès, du coup, donc pour rentrer encore plus dans le détail, donc le texte restreint le champ d'application donc du dispositif de tiers financement à certains contrats spécifiques. Donc on a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Donc il évoque dans ces différents articles les contrats de performance énergétique et les marchés globaux de performance. Donc est-ce que tu pourrais nous réexpliquer comment ces deux types de contrats s'articulent et est-ce que tu pourrais nous expliquer donc si le dispositif est pérenne, comment il va s'appliquer et comment selon toi il va permettre d'apporter des solutions de financement concrètes du coup aux personnes publiques qui souhaitent se lancer dans ce type de projet? Donc effectivement, il y a deux notions qu'on retrouve dans la loi du 30 mars 2023, la notion de contrat de performance énergétique et la notion de marché public global de performance. La notion de contrat de performance énergétique, en fait, c'est une notion très générique. Elle s'applique aux acheteurs publics comme aux acheteurs privés. Elle est issue du droit européen. La dernière définition, c'est la directive de 2012. Elle avait été transposée en droit français par la loi Grenelle 1 en 2009 et déclinée ensuite dans des textes d'application. Mais c'est une définition très générique et il n'y a pas vraiment de régime juridique spécifique propre associé à cette notion-là. Et donc, quand on parle du giron des acheteurs publics, la notion de contrat de performance énergétique, en fait, elle se superpose nécessairement à un contrat spécifique du Code de la commande publique. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, les deux contrats du Code de la commande publique qui permettent aux acheteurs publics de conclure un contrat de performance énergétique, c'est le marché de partenariat. Bon, Nicolas a montré en quoi le recours au marché de partenariat était très, très limité, et le marché public global de performance. Je crois qu'il y a à peu près 380-400 projets de rénovation énergétique qui ont été menés sous la forme de marché public global de performance. Et donc le nouvel outil qui existera demain, quand le décret d'application de la loi du 30 mars 2023 sera adopté, c'est le marché public global de performance à paiement différé. Et là, ces contrats-là, marché public global de performance à paiement différé ou pas, là, ils s'inscrivent dans le régime du Code de la commande publique, donc avec des règles de passation et d'exécution précises et encadrées. Et donc, on aura une superposition de cette notion de contrat de performance énergétique dans un contrat de la commande publique. Voilà, donc pour répondre à ta première question sur l'articulation des concepts, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Sur ton autre question qui est de savoir si le dispositif est pérenne, aujourd'hui non, puisque c'est un dispositif expérimental. Le législateur l'a introduit pour une durée de 5 ans. 5 ans à compter de la promulgation de la loi, donc le délai a commencé à courir. Et ce qui est prévu 3 ans avant l'expiration de la loi, il y a un mécanisme de suivi et d'évaluation qui doit être mis en place afin de permettre au Parlement de prendre la décision ou pas de pérenniser le dispositif. Alors c'est vrai que on aurait pu imaginer que le dispositif ne soit pas expérimental, parce que finalement, les dérogations qui sont prévues au droit de la commande publique, elles ont été très encadrées, puisqu'on a prévu toute une série de dispositifs qui permettent de s'assurer que les personnes publiques ne vont s'engager dans ce type de contrat que si le recours à ce contrat est justifié, que si leur capacité d'endettement le permettent, comme pour les marchés de partenariat, on en a un peu parlé. Et donc, on aurait pu imaginer que l'outil soit permanent, comme l'est le marché de partenariat aujourd'hui. Mais bon, je pense que l'outil de suivi sera quand même utile, parce que ça va permettre effectivement de voir le nombre de projets qui ont été lancés, comment ils ont été lancés, et ce sera aussi une forme de retour d'expérience utile.
Sur les solutions de financement, donc on l'a dit, le paiement différé, il permet de faire supporter au titulaire du marché la charge du financement. Le titulaire du marché, ce financement, il va pouvoir le porter en propre. Il y a certains opérateurs aujourd'hui d'efficacité énergétique qui le font, ou il va pouvoir l'externaliser auprès d'investisseurs. Donc ça pourra être des investisseurs en capital ou des prêteurs, établissements financiers. Il y a un dispositif spécifique dont on peut parler parce qu'il est intéressant et puis il va peut-être soulever des questions. La loi du 30 mars 2023 a prévu, donc pour le marché global de performance à tiers financement, la possibilité de recourir au mécanisme de cession d'AI comme pour les marchés de partenariat. Donc ce mécanisme, pour faire simple, il est prévu par le Code monétaire et financier et c'est un mécanisme qui permet de substituer en quelque sorte la personne publique au titulaire du marché comme contrepartie des établissements bancaires. Le mécanisme, c'est qu'en fait le titulaire du marché est autorisé à céder les créances qu'il détient sur la personne publique à un établissement financier. Pour être plus précis, il est autorisé à céder la partie de la rémunération qui couvre les coûts d'investissement. Donc il cède ses créances à l'établissement financier. L'établissement financier notifie cette cession de créances à l'acheteur public. Et donc l'acheteur public, du fait de cette notification, est tenu de verser la rémunération directement entre les mains de l'établissement financier et non plus auprès du titulaire du contrat. Donc c'est la personne publique qui devient la contrepartie. Et cette cession de créances, elle peut être notifiée, mais elle peut être aussi acceptée par l'acheteur public. Donc l'acceptation par l'acheteur public, c'est un acte juridique distinct que va prendre l'acheteur public et par lequel il s'engage, donc non seulement à verser la rémunération directement dans les mains des prêteurs, mais il s'engage aussi à renoncer aux compensations et aux exceptions dont il bénéficie vis-à-vis du titulaire du marché. Donc ça veut dire que les créances qu'il va verser aux établissements financiers, elles deviennent irrévocables, c'est-à-dire que leur montant devient fixe, et même si le titulaire du marché, pour une raison ou pour une autre, commet des manquements, donc se voit appliquer des pénalités ou se voit résilier son marché, l'acheteur public va être tenu de continuer à verser cette rémunération auprès des prêteurs. Donc ça, c'est une sûreté évidemment très importante pour les prêteurs parce qu'il y a un montant irrévocable qui est dû et celui qui doit ce montant, c'est un acteur public, donc avec une notation qui est plus favorable. Donc ça permet de diminuer les coûts du financement et là, ça permet de remédier à l'inconvénient du paiement différé. Et donc l'acheteur public finalement va s'endetter, mais pour un prix qui va être très proche de celui qu'il aurait eu s'il s'était endetté lui directement. En revanche, la question que ça peut poser, c'est que ce mécanisme de l'acceptation, il empêche la personne publique de faire valoir la compensation. Et on voit que dans un contrat de performance énergétique, l'intérêt justement, c'est de permettre cette compensation entre la partie investissement, la partie travaux et la partie performance énergétique. Puisque si les objectifs de performance énergétique ne sont pas atteints, à ce moment-là, il y a des pénalités qui sont appliquées ou une réfaction sur le prix et ça vient diminuer le coût des travaux. Donc là, il y aura peut-être un arbitrage à faire ou des mécanismes à envisager pour savoir si, pour les contrats de performance énergétique, le régime de la cession d'AI notifiée est vraiment intéressant. Oui, parce que ça permet de diminuer les coûts du financement, mais en revanche, ça ne permet plus d'avoir cette étanchéité entre la partie investissement et la partie exploitation-maintenance. Merci beaucoup. François, est-ce que tu penses que ce dispositif permettra de répondre justement à son objectif qui est de simplifier et d'accélérer la rénovation des bâtiments publics, puisque tu as dit tout à l'heure que les collectivités n'ont a priori pas de problème d'accès au financement. Du coup, quelle serait la véritable plus-value selon toi du dispositif et quels autres types d'outils auraient pu être envisagés? Par exemple, la mise en place de contrats de performance énergétique et peut être facilitée par d'autres outils, par exemple comme le fonds vert. Donc, quel est ton avis sur la question? Alors, on a pas mal discuté à l'automne avec Nicolas. Et bon, moi on a eu à exprimer publiquement un avis un peu sceptique sur l'apport de cet outil dans l'équation économique dont on parle. Mais je pense qu'au fond, on était assez convergents et tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, je le partage complètement. En fait, notre réaction, elle est venue d'abord d'un moment où la proposition de loi est arrivée avec un article unique qui autorisait le paiement différé dans les marchés globaux de performance.
Et puis il n'y avait pas toutes les conditionnalités qui ont été ajoutées depuis, qui ont été parfaitement décrites par Agnès. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait autour de cette proposition de loi, qui était déjà effectivement venue dans le projet de loi de finances avant, il y avait un narratif politique qui était de dire, dans le cadre du budget, on n'a rien de particulier sur la rénovation des bâtiments publics, malgré tout ce qu'on se dit, qui est connu depuis des années. Je veux dire, c'est pas une découverte. Tout ce qu'on dit sur la marche à franchir, l'urgence du changement, la neutralité carbone qui se présente devant nous, le mur financier, tout ça, c'est pas des nouveautés. Mais on voyait rien venir, et une communication politique qui disait, mais il y a un nouvel outil qui s'appelle le tiers financement, qui va permettre à des financeurs privés de prendre en charge le coût des travaux et de se rémunérer sur les économies d'énergie. Une phrase qui est prise en tant que telle n'est pas complètement fausse, mais il faut vraiment faire partie d'Infravenir pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que quand on est dans une collectivité territoriale, on peut se dire, mais génial, j'ai plus rien à payer du coup. Et en fait, moi, notre rôle, on est un think tank, on est là pour éclairer le débat public, et donc il a fallu décrypter un petit peu. Et donc il y avait deux points principaux qui ont été extrêmement bien décrits par Nicolas et Agnès, qui étaient à décrypter. Le premier, c'est que ça ne change rien sur la personne qui paye à la fin, c'est bien la personne publique. Et donc là-dessus, le marché global de performance existait déjà. Il permettait éventuellement de contracter une partie de la facture par les économies d'énergie. Ce qu'on a juste ajouté, c'est le paiement différé, mais au final, ça ne changeait pas l'équation. Et puis la deuxième chose qu'il fallait démystifier, c'était le fait que les économies d'énergie allaient couvrir l'investissement. Les études que nous, on a faites, enfin mes collègues spécialistes sur le sujet du bâtiment ont faites, disent que les économies d'énergie, ça représente quand même vraiment un gain substantiel. Et là aussi, j'invite ceux que ça intéresse à aller voir ce que dit le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz sur l'équation macroéconomique. C'est vraiment substantiel. Il y a un graphique notamment de l'Office pour Climate Change britannique qui est vraiment très éclairant là-dessus. Mais bon, d'après nous, les économies d'énergie couvrent à peu près entre 40 et 50% de la part rénovation énergétique des travaux. Et quand on engage des travaux comme ceux-là, on ne fait pas que de la rénovation énergétique. Moi, par exemple, j'ai eu à piloter un MGP, mais dans les équipes que je pilotais, on a construit un MGP pour faire une BU, un Learning Center, donc c'est une grosse BU, bien mieux qu'une BU, mais voilà, une sorte de BU, quoi. Et on en a profité pour tout refaire. Avant, c'était un laboratoire de vulcanologie transformé en BU, donc il fallait tout refaire. Il n'y avait pas qu'un aspect de rénovation énergétique, il y avait un aspect d'amélioration des usages, du confort, et puis de transformer l'usage du bâtiment. Et il fallait faire l'accessibilité, la sécurité. Et quand on fait des travaux dans le bâtiment, c'est toujours ça. Il n'y a quasiment jamais que la rénovation énergétique. Et donc, du coup, il y a un reste à charge quand même significatif pour la personne publique qui engage les travaux. Donc, tout ça pour dire que l'équation, de notre point de vue, elle est principalement économique. Si le contrat de performance énergétique à paiement différé permet à certains maîtres d'ouvrage publics d'avoir un outil qui est satisfaisant dans leur façon de concevoir leur programmation, d'étaler leur paiement, etc., tant mieux. C'est pour ça qu'on dit l'outil, oui, vraiment, pas de problème. Si on peut rajouter une clé à molette dans la boîte à outils, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça qui permettra de passer le cap. Voilà, c'était le point principal qu'on a défendu. Et donc là-dessus, cette forme de scepticisme, on verra comment elle se confronte à la réalité. Si vraiment, j'espère vraiment, je serais ravi de me tromper, de savoir que cet outil est massivement saisi par les acteurs publics pour transformer leur bâtiment. Par rapport aux outils alternatifs, un point juste intéressant, c'est que quand même, Nicolas disait que c'était un rebranding des partenariats publics-privés. Je suis d'accord, évidemment. Je pense aussi que ça peut être une façon de faire un rebranding de la dette, puisque je disais tout à l'heure que la dette était on va dire
un obstacle pour certains élus. C'est une forme de dette non bancaire. Je suis très clair, économiquement, c'est une dette. Mais c'est une dette non bancaire. Et quelque part, on peut avoir envie de dire, bon, c'est pas vraiment une dette puisque c'est contracté auprès d'un opérateur du BTP. Voilà, on va voir. Et puis, par rapport aux outils alternatifs, le sujet... pour moi, je ne suis pas du tout un juriste, et donc sur l'aspect outillage, il me semble que, bon, il y a certainement encore des choses à creuser, mais la boîte, elle est quand même bien remplie aujourd'hui. Quand on veut conduire une opération, aujourd'hui, on a plein de façons de le faire, Agnès l'a bien rappelé. Il me semble qu'aujourd'hui, les outils à construire, ils sont principalement financiers. Et donc, c'est ce à quoi on s'attelle. En gros, la question qui se pose sur l'accélération des investissements climatiques des collectivités et des investissements climatiques de l'État aussi, hein, mais des collectivités, c'est le domaine sur lequel je travaille, elle suppose qu'à un moment donné, on pose la question, on décide soit d'aller très fortement vers un endettement accru, mais dans ce cas-là, comment on l'articule avec les objectifs du pacte de stabilité qui prévoit un désendettement des collectivités, il faut quand même le dire. Hein. D'un côté, il y a une partie de l'État qui dit aux collectivités « endettez-vous, c'est bon pour le climat », et une autre partie qui dit « il faut vous désendetter, c'est bon pour nos objectifs de réduction de la dette ». Deuxième possibilité, c'est la mobilisation de ressources propres des collectivités, mais celles-ci ont été considérablement limitées quand même par les réformes fiscales successives concernant la fiscalité locale. Aujourd'hui, elles n'ont presque plus de pouvoir fiscal autonome. Elles ont toujours la possibilité de moduler les tarifs, mais en réalité, c'est quand même une petite partie. Alors, il y a des réflexions sur, par exemple, là c'est dans le domaine de la mobilité, mais sur déplafonner le versement mobilité, qui est un impôt prélevé sur les entreprises. Voilà, il y a des réflexions fiscales. Troisième possibilité, c'est la redirection des dépenses des collectivités, c'est-à-dire que bon, il faut qu'elles fassent ceci à la place de cela, mais qu'est-ce que c'est cela ? Voilà. Et comment on le pilote ? Puisque quand même, malgré tout, il y a la libre administration. Donc certaines collectivités ont déjà fait ces choix, elles sont en train de le faire. D'autres sont quand même réticentes, et voire même hostiles. Et donc, on n'a pas de moyen de contrainte aujourd'hui. Et donc, du coup, comment on articule ça avec la libre administration et qu'est-ce qu'on arrête de faire ? Et puis, il y a le dernier levier qui est celui des financements d'État, mais l'État est lui-même dans les contraintes d'endettement dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a là une équation économique non résolue. Le rapport Pisani-Ferry-Mafou, ça fait 4 fois que j'en parle, donc, mais c'était mon actualité de la semaine, hein, désolé. Mais le dit extrêmement clairement que les acteurs privés rentrent à fond sur ce champ-là est une bonne nouvelle, mais à la fin, pour ce qui concerne le patrimoine public, c'est quand même les propriétaires qui vont payer. Hein. Merci beaucoup. Nicolas, donc, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on comprend que la passation justement de ces contrats ne sera pas dépourvue en fait de tout encadrement. Par exemple, à l'instar des marchés de partenariat, la passation de ces contrats avec tiers financement devra être précédée de la réalisation de plusieurs études préalables, comme l'étude ayant pour objet de justifier le fait que le recours à ce contrat est bien justifié. Et ces études donc, sont soumises à l'examen de votre service. Donc en quoi, comme disait Agnès tout à l'heure, ces études sont quand même différentes de ce qui est demandé pour les marchés de partenariat. Donc en quoi c'est différent et comment s'articule justement voilà, la mise en place de ces études, en quoi elles consistent et en quoi ça va justement être différent de ce qui existe pour les marchés de partenariat pour justement pas qu'il y ait ce frein en fait et cette complexité pour utiliser ce dispositif. Alors là, c'est le moment où je vais être très technique et donc ça va endormir tout le monde. Donc, bon, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de praticiens des marchés de partenariat ici, mais aujourd'hui, pour le marché de partenariat, vous avez 2 études préalables à réaliser, une étude de soutenabilité budgétaire et une étude préalable du mode de réalisation du projet, évaluation préalable du mode de réalisation du projet. L'étude de soutenabilité budgétaire, elle permet de vérifier, comme le disait Agnès, que eh bien, la personne publique qui lance un projet selon ce montage a bien les capacités financières pour le faire.
Et cette étude est soumise à un avis de la direction du budget ou des services locaux des finances publiques suivant le porteur de projet. Ça ne change pas avec le nouveau contrat, puisque bon, c'est de la dette, comme on l'a vu, et donc il faut quand même vérifier si la collectivité publique, qu'elle soit centrale ou territoriale, a bien les moyens financiers d'honorer l'engagement financier long terme que constitue un tel contrat. Mais en revanche, le petit changement, c'est sur la deuxième étude. Alors, l'évaluation préalable du mode de réalisation du projet dans les marchés de partenariat, c'est ce qui vous permet de justifier le recours à ces contrats. Le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, je ne sais pas si c'était le cas en l'espèce, mais dans sa décision de 2003 sur l'ordonnance, sur la loi d'habilitation qui a donné l'ordonnance de 2004 sur les contrats de partenariat, avait dit qu'on ne pouvait pas recourir de manière générale et absolue au contrat de partenariat, donc au contrat à paiement différé, et parce que ça dérogeait aux principes généraux du droit de la commande publique qui avaient valeur constitutionnelle, qui était l'égalité de traitement, qui était la protection des propriétés publiques, qui était l'égalité, la protection des deniers publics également. Et donc, il y a une étude il y avait une évaluation préalable pour les marchés de partenariat qui vous oblige à démontrer que ce contrat présente un bilan coût-avantage meilleur que les autres montages qui sont à votre disposition pour réaliser votre projet. Cette évaluation préalable, elle est en fait extrêmement compliquée à réaliser puisque aujourd'hui, elle vous impose de démontrer qu'un contrat qui coûte plus cher coûte en fait moins cher. C'est-à-dire que un contrat avec financement privé, il coûte plus cher puisque le financement privé coûte plus cher que le financement public. Donc facialement, vous avez un contrat qui coûte plus cher. Et en fait, vous démontrez dans cette évaluation préalable que ça vous coûte moins cher parce que vous allez faire un transfert de risque tel que, au total, si on prend en compte les dérives de coûts, les différents risques, les accidents qui vont se passer pendant la vie du contrat, in fine, ça va vous coûter moins cher. Donc c'est la démonstration qui est demandée aux personnes publiques dans le cadre de l'évaluation préalable du mode de réalisation du projet. Cette démonstration est extrêmement compliquée, si ce n'est impossible en fait. Parce que il n'existe pas de corpus de données qui permettent d'objectiver l'effet financier de la répartition des risques. Alors je dis ça alors que c'était le business de Fininfra historiquement, quand c'était la MAP, mais comme on n'a plus qu'une saisine par an ou 0 saisine par an, heureusement qu'on ne fait plus que ça, on fait autre chose que ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ce problème-là, c'est que les collectivités ne savent pas faire, et on a eu une annulation retentissante d'un projet lancé sous forme de marché de partenariat à Marseille en 2017, 2018-2019, je crois que c'était, où la ville de Marseille souhaitait lancer un grand plan de rénovation de ses écoles, et le juge a annulé parce que l'évaluation préalable ne démontrait pas de manière suffisamment compréhensible et objective qu'il y avait bien un bilan plus favorable en faveur du marché de partenariat. Et notamment parce que l'un des arguments, c'était pas tant que la démonstration n'était pas convaincante, mais c'était que la démonstration était incompréhensible. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment très compliqué. Alors, il y a des chiffres donnés par Fininfra, mais qui sont, on va dire, à dire d'experts pour être sympathique. Donc, c'est vraiment un exercice très compliqué. Et l'idée dans ce nouveau montage, c'est qu'on va arrêter de faire ça. On va arrêter de faire cette monétarisation des risques. C'est-à-dire on va arrêter de comparer le coût des différents montages et on va faire une démonstration qui est simplement sur un plan qualitatif. C'est-à-dire qu'on va comparer les avantages et inconvénients théoriques, en quelque sorte, appliqués au type de projet dont on parle, bien sûr, pas complètement théorique, mais on va dire pas chiffrés, en tout cas les avantages et inconvénients non chiffrés des différents contrats pour aboutir à une conclusion et qui doit permettre de justifier le recours à ce marché global de performance à tiers financement. Et donc, ça simplifie l'exercice parce qu'on n'a pas à se creuser la tête sur ça et ça, selon nous, ça devrait renforcer la sécurité juridique quand même autour du recours à ces contrats. Néanmoins, le législateur, dans sa grande sagesse lui aussi,
nous a dit des choses qui étaient, il faut que ce soit quand même plus favorable, parce que on a toujours cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, et il dit plus favorable notamment sur le plan de la performance énergétique. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que comment on va pouvoir dire que ce marché global de performance à tiers financement est plus favorable sur le plan de la performance énergétique que les autres montages? Eh bien, vous êtes invité à contribuer à une consultation jusqu'au 2 juin sur le site de Finafra. Non, mais blague à part, voilà, on se pose cette question, nous, directement. Il y a sans doute des arguments peut-être sur la durée du contrat, des arguments sur la globalisation des prestations. Enfin, il y a tout un tas d'arguments, parce que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes suivant les montages. Il y a le transfert de maîtrise d'ouvrage qui est un peu différent. Il y a plein de choses qu'on peut dire, mais est-ce qu'on arrive à créer un corpus d'arguments suffisamment convaincant? Et voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, on prépare le décret d'application. Alors, le décret d'application, il va simplement donner le plan de l'évaluation préalable et de l'étude de soutenabilité budgétaire. Le décret d'application, du coup, il n'est pas extrêmement passionnant. Vous verrez le projet de décret d'application sur le site de Finafra si ça vous intéresse. Et donc, avec une volonté, ce décret est mis à la consultation publique jusqu'au 2 juin, comme je disais à l'instant. Notre idée, c'est d'adopter le décret d'ici le 31 juillet. Donc, il faudra qu'on saisisse le Conseil d'État, etc. D'ici là, c'est pour ça qu'on a donné que jusqu'au 2 juin. Mais voilà, il ne faut pas hésiter néanmoins à nous donner vos retours sur ce texte. Mais surtout, je pense que la partie la plus intéressante pour nous, en tout cas, de cette consultation, c'est la partie méthodologique. C'est comment on fait cette comparaison entre les montages. Alors, comment on résout le problème que j'exposais à l'instant, notamment sur le plan de la performance énergétique, mais aussi plus globalement, c'est comment on arrive à simplifier cet exercice d'évaluation préalable. Je pense que c'est aussi ça qu'on cherche à faire, parce qu'on ne va pas publier qu'un décret d'application, on va aussi publier une méthodologie, une sorte de guide pour aider les personnes publiques à se saisir de ce nouvel outil. Et donc, voilà, quelle méthodologie on va proposer aux collectivités territoriales, surtout, puisque c'est surtout elles qui vont être concernées par tout ça, pour réaliser, pour avoir recours à cet outil. Donc là aussi, c'est jusqu'au 2 juin. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées, et sur lesquelles on attend impatiemment des réponses, parce que voilà, toutes les questions sont pas simples à résoudre. Merci beaucoup. Et donc, dès lors que le décret n'est pas encore paru, on imagine que peu d'acteurs publics se sont encore saisis du nouveau dispositif. Est-ce que vous avez déjà une vision? Enfin, je m'adresse à tous les trois dans vos différentes pratiques et activités. Est-ce qu'on a une vision sur les collectivités qui déjà ont l'intention de se saisir du dispositif? Est-ce que vous êtes interrogé sur le sujet ou... Parce que là, c'est vrai que sans décret d'application, c'est compliqué de se lancer tout de suite. Mais alors, je peux peut-être commencer. Oui, on est beaucoup sollicité. Alors, sans décret d'application, je me pose encore la question de savoir si la loi est applicable sans le décret d'application, mais bon, peu importe. On a beaucoup de collectivités qui viennent nous voir, qui sont intriguées, qui veulent savoir ce que ça change, etc. Bon, il y a eu un peu de communication politique autour de ce nouveau contrat, comme l'a mentionné François, et donc du coup, évidemment, ça a suscité de l'intérêt. Donc effectivement, il y a beaucoup d'intérêt, donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, alors que franchement, il y a beaucoup de choses qui pouvaient déjà être faites avec le marché de partenariat, que l'on voit des collectivités sortir du bois avec ce nouvel outil qui présente une économie assez similaire, on se dit que voilà, il y a peut-être un déclic qui se crée. Oui, en tout cas, ça a provoqué une réaction aussi du secteur privé qui se dit que ce nouvel outil, qui est un peu un PPP, mais qui dit pas ce nom-là, pourrait susciter un intérêt des collectivités, donc faire naître des nouveaux projets, avec un cadre juridique qui finalement est très proche de celui du marché de partenariat. Donc ça veut dire que pour les établissements financiers notamment, ce serait un cadre qui est rassurant, nouveau mais rassurant. Donc on aurait les deux avantages. Ce serait certes pas révolutionnaire, parce que c'est un outil, on vient de le voir, qui finalement a des caractéristiques d'outils qui existaient
déjà auparavant, mais qui allie quand même certains avantages des deux outils existants et qui, parce qu'ils changent de nom, et moi je pense que ce rebranding il n'est pas neutre et qui peut avoir effectivement un intérêt, parce qu'il y avait le double gros mot, comme on le disait, du PPP et de la dette, et que si on peut éviter ces deux mots-là et faire réaliser des projets, alors l'objectif serait atteint. Alors ça pourrait augmenter le nombre de projets, en tout cas susciter l'intérêt des collectivités et des interrogations nouvelles. Peut-être qu'elles choisiront les outils déjà existants, mais en tout cas, ça va susciter, je pense, un intérêt et des initiatives côté privé aussi, parce que les acteurs s'interrogent, réfléchissent à la manière dont ils peuvent s'organiser et structurer leur offre de financement. Donc ça peut être que bénéfique. Non, de mon côté, j'ai pas de retour. C'est vrai que les gens qui m'ont appelé, c'était plutôt les gens qui partageaient mon point de vue. Donc ça crée un biais. Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut juste dire qu'ils me le disaient pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Léa, est-ce qu'il y a un micro là-bas? Oui, super. Bonjour, merci pour toutes vos explications. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé le sujet de la maîtrise d'ouvrage. Et bon, j'ai un petit peut-être biais parce que je suis aussi avocate. Et j'ai l'impression qu'au-delà du sujet, est-ce que toutes les collectivités auront le bagage pour diriger la conception et les travaux? Est-ce qu'on ne va pas perdre un certain nombre d'acteurs, notamment des fonds d'investissement qui aiment avoir une gestion active des projets? Est-ce qu'on ne va pas les perdre dans ce... voilà, comme ils n'auront pas la maîtrise d'ouvrage de ces projets et qu'ils n'auront pas envie de mettre de l'argent là où ils ne vont pas gérer. Et à côté de ça, avoir des BTPs qui n'ont pas forcément des super bilans pour pouvoir justement s'endetter sur ce point de vue-là. Donc c'était ma question. Et derrière, est-ce que sur les réflexions préalables, vous avez pensé à d'autres structures juridiques qui existent et qui pourraient être une forme concessive un peu particulière, de dire on rémunérait justement ce que vous disiez sur le sujet de comment compenser s'il n'y a pas l'économie d'énergie. On rémunérait le concessionnaire justement que s'il arrive à faire cette économie d'énergie. Donc il y aurait un risque d'exploitation d'un point de vue juridique. Donc on pourrait recourir à cette forme de contrat. Je ne sais pas si c'est logique qu'une avocate réponde à une avocate, mais effectivement, on n'a pas parlé de la notion de maîtrise d'ouvrage. C'est un critère important de distinction entre le marché de partenariat et le marché global de performance à tiers financement, parce que dans un marché de partenariat, l'acheteur public transfère au secteur privé la maîtrise d'ouvrage, alors que dans un marché public global de performance, elle la conserve. Donc il y a effectivement une distinction qui est opérationnelle, parce qu'effectivement la notion de maîtrise d'ouvrage elle est essentiellement opérationnelle. Il y a aussi un transfert économique du risque. Après, comme le disait Nicolas tout à l'heure, évaluer le risque économique lié à la maîtrise d'ouvrage, c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas le sentiment que le fait d'être maître d'ouvrage soit quelque chose qui rassure les investisseurs. C'est plutôt porteur de risque. Quand la maîtrise d'ouvrage est transférée du secteur public au secteur privé dans un marché de partenariat ou dans un contrat de concession, en réalité, l'ouvrage il reste réalisé pour les besoins de la personne publique. Et de toute façon, ça reste une maîtrise d'ouvrage, mais qui n'est pas pleine et entière. Donc ça, je ne suis pas certaine que ce soit un critère. Et pour l'autre question, effectivement, la réflexion sur une autre forme de contrat qui serait possible, le contrat de concession. En réponse un peu rapide, j'aurais tendance à me dire que pour un projet de rénovation énergétique qui aurait des investissements faibles, donc par exemple qui reposerait uniquement sur des changements d'équipement, électriques ou chaudières, là on pourrait peut-être imaginer que les économies d'énergie elles soient suffisantes pour amortir les investissements. Mais ces projets-là aujourd'hui, ils permettent de diminuer les consommations d'énergie, mais de manière assez réduite. Et si on veut atteindre les objectifs qui sont fixés, en réalité, c'est plutôt vers des projets de rénovation énergétique importants avec une part de travaux assez lourde du type étanchéité des cloisons ou modification des ouvrants. Et ces projets-là, la part d'investissement, elle est très importante et en réalité, elle ne peut pas être compensée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par les économies d'énergie. Ce n'est pas les seules économies d'énergie qui vont permettre de financer tous ces travaux-là. Et donc là, on serait dans une concession
quand même avec un risque assez faible. Alors, ceci dit, on en voit quand même beaucoup, et de plus en plus, des concessions avec un risque très faible. Et la jurisprudence du Conseil d'État aujourd'hui permet, dans une certaine mesure, d'aller dans cette voie. Donc voilà, le sujet mérite d'être posé, mais on prendrait, je pense, un risque juridique. Alors certes, on sortirait de l'évaluation préalable obligatoire, mais comme le disait Nicolas, elle sera peut-être un petit peu plus souple maintenant. Voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est des réflexions à avoir. Merci Agnès. Est-ce que je peux réagir peut-être Alors sur la maîtrise d'ouvrage, je suis tout à fait d'accord avec Agnès. À mon avis, c'est un débat qui ne se pose pas en fait entre un marché global de performance et un marché de partenariat. Il n'y a quasi aucune différence dans le type de prestation qui est confié au titulaire du contrat, alors qu'il n'y a pas de transfert de maîtrise d'ouvrage. Et même la répartition des risques est quasiment la même. Donc en fait, voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment d'incidence à part... c'est quoi la différence? La différence, c'est le coordonnateur SPS ou je sais pas quoi, et le bureau de contrôle qui passe. Mais bon, c'est vraiment marginal. Sur le risque, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup sur le risque, c'est le risque sur le prix de l'énergie. Parce que on dit, on va intéresser et faire en sorte, on va compenser le gain, enfin la non-dépense plutôt de la personne publique et le coût. Mais en fait, si on veut vraiment le faire, ça implique de transférer le risque d'évolution du prix de l'énergie. Et là, j'aimerais savoir quel est l'investisseur privé qui est prêt à prendre ce risque. En fait, ça n'existe pas. Et donc, trouver un modèle économique de la rénovation énergétique des bâtiments publics dans lequel on transfère 100% du truc, en fait, aujourd'hui, c'est impossible. Alors, la Caisse des dépôts fait des trucs assez intéressants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lean tracking. Mais bon, je fais de la pub pour la Caisse des dépôts. Bon. Non, mais ils font un prêt. C'est bien, ils nous financent. Donc, oui, voilà. Principal actionnaire d'i4C, je le précise. C'est parfait. Et alors, ils font un lean tracking qui est un prêt qui est à risque sur les économies d'énergie, c'est-à-dire que finalement, si la personne publique réalise moins d'économies et donc du coup ne peut pas honorer ses engagements, le prêt est rééchelonné. Donc c'est un cas où le prêteur accepte de prendre le risque sur les économies d'énergie. Alors vous allez me dire, c'est un prêteur qui est quand même très très spécial, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire là, et est-ce qu'il n'y a pas une contribution du secteur financier un peu plus importante et une prise de risque qui pourrait être acceptée là-dessus? Voilà, je pense que c'est un vrai truc. Enfin, il y a peut-être une vraie offre à structurer. Alors, est-ce qu'on n'y arrivera qu'avec les banques publiques, c'est-à-dire CDC, BEI et autres? Peut-être. Je crois que la BEI est assez intéressée à faire ce genre de choses. Mais voilà, pour moi, c'est une vraie piste de réflexion pour le financement de la rénovation énergétique. Bonjour, merci à tous pour vos interventions. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, par rapport à la durée d'amortissement de ces investissements, parce que on a parlé que les investissements de rénovation pouvaient être assez lourds, notamment par rapport aux économies d'énergie. Tout à l'heure, vous évoquiez la durée de 30, le pourcentage de 30 à 50%, il me semble. C'est en considérant quelle durée? Alors, là, je n'ai pas la réponse technique, mais les chiffres que j'ai, c'est que sur la rénovation énergétique pure, les économies d'énergie en moyenne, ça ne veut pas dire que voilà, c'est encore une fois sur un panel de bâtiments dont on a analysé les rénovations sur la base des coûts aussi d'avant la crise, je précise, parce que ça aussi ça peut changer l'équation. Les économies générées ne couvraient qu'entre 30 et 50% de la part rénovation énergétique des travaux. Alors, si je peux faire une réponse. Donc, comme je disais, la DIE est en train d'essayer de calculer, la direction de l'immobilier de l'État est en train d'essayer de calculer combien ça coûte. Et donc, se pose ce genre de questions. Elle a calculé, là, c'est des calculs qui datent d'après le début de la guerre en Ukraine. Donc, alors que le coût d'énergie est élevé, elle estime que le retour sur investissement d'une opération de rénovation lourde de bâtiments, avec le coût de l'énergie élevé de la fin de l'année 2022, c'est 45 ans.
Donc, si on prend le coût de l'énergie d'avant la crise, en fait, voilà, on retombe sur des choses qui sont tout à fait en ligne avec ce que dit François. Je voulais remercier dans un premier temps les intervenants, évidemment, pour la qualité et surtout l'honnêteté des avis qu'ils ont pu partager. Il y en a un certain nombre que je partage moi-même. Moi, j'ai commencé ma carrière avec les contrats de partenariat, donc en 2004. J'ai vécu leur naissance et puis aussi leur mort. Je voulais poser une première question, et j'en ai trois, en fait, j'en ai un peu pour chacun. Première question à Monsieur Vital. Les budgétaires sont ceux qui ont assez largement tué le contrat de partenariat. La loi d'expérimentation, elle est pour 5 ans, avec un point d'étape 3 ans avant la fin des 5 ans, c'est-à-dire dans 2 ans, moins 2 mois parce que la loi a été promulguée. Donc la date de mort a été programmée à combien de mois ? 22 cette fois-ci. Je le dis sous un ton de boutade et j'ai bien entendu tous les arguments, et vous avez vous-même dit tout à l'heure que c'était pas forcément, vos opinions, votre promotion du schéma n'était pas nécessairement partagée par tout le monde dans la maison. Donc j'aimerais peut-être vous réentendre brièvement là-dessus. Le deuxième point, c'est, je voulais vous remercier d'avoir fait aussi un point sur les 2 études préalables qui sont à réaliser, et aussi d'avoir précisé qu'il y en avait une qui était sur l'angle de la performance énergétique. Pour moi, c'est le principal risque juridique qui est véritablement nouveau et qui ouvre, à mon avis, une grosse brèche dans la matérialisation concrète du schéma. J'aurais envie de poser une nouvelle question à monsieur, mais peut-être avec les éclairages de madame. C'est Fininfra a-t-il prévu d'embaucher des energy managers ou des ingénieurs en efficacité énergétique pour être capable d'attester que ces études préalables sont effectivement conformes ? Donc, merci pour ce point. Et le dernier point, je voulais aussi revenir sur la question de la dette au sens le plus large. Oui, effectivement, c'est des contrats de dette. Les budgétaires, ils avaient tué aussi les contrats de partenariat en disant les règles Eurostat, ben voilà, ça consolide, donc tout le monde arrête. Et voilà. Vous avez fait un point sur la cession d'AI aussi. La cession d'AI, malheureusement, c'est vu comme un objet un peu de l'extérieur magique. Moi, je suis ancien banquier. En réalité, la cession d'AI, ça excite pas beaucoup les financeurs. Donc, est-ce que vous avez aussi véritablement un point à faire sur le fait que c'est un point de déblocage vis-à-vis de la capacité à trouver du financement ? Moi, je pense qu'il existe même d'autres sources de financement que ce type de contrat-là qui peuvent être mises en place. Il y a plein de choses même qui existent déjà, hein, le leasing, puis après on fait un marché de maintenance en parallèle. Je pense que c'est plus la question générale et globale, et je vais en terminer là, de la façon dont les collectivités locales sont en capacité tout simplement de gérer des sujets énergétiques. Ça va au-delà du sujet du financement simple. Merci. Oui. Alors, donc, bon, je ne vais peut-être pas revenir sur les débats, surtout que c'est interne à Bercy, sur ces contrats. Néanmoins, là, on est quand même dans une situation où on a 150 milliards à dépenser côté État, peut-être 500 milliards au niveau de la sphère publique, et cet argent, on ne l'aura pas. Enfin, on ne l'aura pas tout de suite, en tout cas. Et donc, oui, mais alors, certains pensent, ce qui est quelque part complètement absurde économiquement, que finalement, si on le fait emprunter par quelqu'un d'autre, c'est pas comme si c'était nous qui l'empruntions. Bon, alors que finalement, économiquement, c'est exactement la même chose. Mais semble-t-il que les acteurs financiers sont prêts à prêter via ce type de montage, alors même qu'ils ne sont pas prêts à prêter en direct. C'est ça la réalité aussi. Hein. Et donc, il y a des choses un peu bizarres. Bon, mais c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça. Et il va falloir essayer de profiter de ce texte pour... Enfin, je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut faire avec ce texte. Il y a une première chose qui est, voilà, vraiment essayer de permettre d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics, et donc ainsi via la simplification des procédures. Et donc on va essayer de trouver une méthodologie qu'on va essayer de partager. On va essayer d'avoir le sceau de la direction des affaires juridiques de Bercy. On va essayer d'essayer d'entourer d'autant de garanties que possible tout ça pour que ça sécurise tout le monde. Bon, et ça c'est la première chose qu'on peut essayer de faire avec ce contrat, avec cette expérimentation. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est profiter de cette expérimentation pour tester des choses sur le marché de partenariat.
Parce que finalement, c'est aussi l'occasion de tester des simplifications, de tester peut-être des nouvelles manières de faire des marchés de partenariat, ou une nouvelle manière de faire les études préalables par rapport à ce qu'on fait classiquement, et ensuite, au terme de l'expérimentation, l'intégrer comme étant le nouveau régime des marchés de partenariat. Donc là, il y a peut-être des choses à... C'est aussi comme ça qu'on le voit, nous, c'est-à-dire qu'on a conscience des faiblesses méthodologiques assez considérables de l'évaluation préalable aujourd'hui, et donc il faut qu'on arrive à trouver des moyens de dépasser ces faiblesses. Et ceci d'autant plus que nous sommes le dernier pays au monde à faire à avoir une dimension quantitative dans l'évaluation préalable au recours à des contrats à financement privé. Tous les autres pays du monde ont arrêté de faire ça. Donc c'est que, en fait, ils ont tous buté sur le même problème méthodologique. Et donc nous, on continue à traîner ce boulet. Et à un moment, il va falloir s'en débarrasser. Cette expérimentation, c'est l'occasion, c'était la première marche vers ça. Voilà. Pour répondre à la question, c'était sur la session d'AI, c'est ça? Oui, que vous avez présenté, je le comprends parfaitement comme étant un avantage. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas nécessairement, ou en tout cas historiquement, on n'a pas connu un engouement fou quand on finançait les gros projets, que ce soit les projets ferroviaires, etc. Les derniers euros les plus difficiles à aller chercher, en réalité, c'était ceux-là. Sur les contrats de partenariat qui ont été lancés, donc à l'époque où ils s'appelaient encore comme ça, l'âge d'or que j'ai eu la chance de connaître au début de ma carrière, ils ont quasiment tous été financés avec une session d'AI acceptée. Oui, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été financés, je dis que c'était les euros les plus difficiles à aller chercher en réalité. Aujourd'hui, ils ont été refinancés et c'était souvent aussi avec un nouveau mécanisme de cession d'AI accepté. Ce mécanisme, on le voit aussi sur certaines concessions où il y a une cession d'AI acceptée. Alors là, on est dans le régime général du Code monétaire et financier et pas le régime spécifique pour la part de rémunération qui vient rémunérer les coûts d'investissement. Donc ça fonctionne aussi dans ce secteur-là. En tout cas, il y a certains prêteurs que ça rassure. C'est un schéma juridique qui fonctionne et qui est éprouvé. Après, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas du contrat de performance énergétique, si on recourt à ce mécanisme-là, j'ai du mal à voir comment on peut bénéficier de la compensation. En tout cas, la personne publique, elle ne va pas pouvoir compenser directement. Elle va pouvoir évidemment aller chercher les pénalités auprès du titulaire du contrat, mais ça ne va pas être déduit du prix qu'elle va payer pour les investissements. Donc pour moi, c'est surtout ça la faiblesse éventuelle du dispositif dans le cadre des contrats de performance énergétique. Ouais. J'imagine que de toute façon, ce qui serait cédé, ce n'est pas l'intégralité de la créance, mais seulement la part correspondant au remboursement d'investissement. Donc vous avez toute la part correspondant aux services sur lesquels vous pouvez aller taper des pénalités. Oui, bien sûr, le régime est strictement identique à celui des marchés de partenariat, donc c'est bien ça. L'acceptation, c'est seulement sur 80% de cette part-là. Donc il reste la part des 20%, mais qui est pas très importante. Alors 20% qui n'est quand même pas très loin de la part que les économies d'énergie peuvent représenter dans le financement du projet. Et ensuite, sur la cession d'AI, alors assez paradoxalement, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de questions que l'on a eues au niveau politique sur « mais votre contrat, là, ça va coûter super cher ». Et donc, à chaque fois, on disait ça ne va pas coûter si cher que ça parce qu'il y a le mécanisme de cession d'AI. Donc, en fait, j'ai le sentiment que la cession d'AI, c'est pour faire plaisir aux personnes publiques. Enfin, c'est pour faire plaisir, et au niveau politique, en fait. C'est-à-dire essayer de rassurer et de prévoir un mécanisme qui, finalement, réduit le gap entre vraiment... je plaide coupable sur l'introduction de l'alinéa sur la cession d'AI dans ce texte. Mais voilà, je pense que c'était vraiment une condition de l'adoption de ce texte. Et donc, c'est comme ça. Je voulais juste ajouter un point, parce que je voulais le dire tout à l'heure et puis j'ai oublié, mais Nicolas vient de l'évoquer. Un des gros freins aujourd'hui au déclenchement, à l'accélération des travaux de rénovation énergétique, quel que soit le vecteur juridique utilisé, c'est la question RH dans les collectivités. Et ce qui remonte du terrain, là j'étais encore pour une autre étude en atelier avec une vingtaine de collectivités cette semaine, donc le volet, les directeurs financiers, les techniciens. Et en ce moment, on a beaucoup de mal à recruter dans les collectivités des gens compétents sur le volet maîtrise d'ouvrage, des juristes et des financiers avec une capacité d'ingénierie. Parce que la fonction publique n'est pas attractive, il y a un décrochage salarial,
Et moi, je l'ai vécu très directement, pour vous donner un exemple sur le marché de l'emploi à Clermont. Les bons chargés d'opération capables de mener des opérations en maîtrise d'ouvrage, implication de la loi MOP, etc., voire d'aller plus loin sur des contrats de performance énergétique, qui sont prêts à travailler pour des entités publiques, pour des salaires du secteur public, il n'y en avait pas 36 et on se les piquait entre acteurs publics. À l'université, je suis allé chercher les gens de la ville, et quand j'étais à la ville, on allait chercher les gens du département. C'est comme ça que ça se passait. Et ça, c'est vraiment un gros sujet qui passe un peu sous les radars de mon point de vue. On parle beaucoup des sujets d'attractivité sur certains métiers, à juste titre, les enseignants, dans le domaine du soin, etc. Mais il y a aussi des sujets dans ces fonctions administratives qui semblent être celles ou techniques, mais qui semblent être celles qu'on cherche toujours à compresser, parce qu'à la fin, l'administration, c'est ce qu'on veut réduire. Non, mais au final, l'administration, c'est ce qui permet aussi de concevoir les ingénieries de projet indispensables pour conduire ce type d'opération. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis on va pouvoir passer au cocktail. J'en profite pour vous remercier tous les trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Le sujet est vaste et très intéressant comme on peut le voir. Merci encore au nom de l'association et de nos adhérents. Merci à tous d'avoir assisté également à la table ronde. Le prochain événement du cycle, ce sera le 1er juin et ça aura lieu au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre sur le thème du stockage de l'énergie. Donc voilà, on vous attend nombreux également à cet événement et également Gabrielle, si tu veux redire un mot sur le week-end. Alors, dans 2 semaines, un after work et le week-end Leadership Summit qui aura lieu également le week-end prochain. Donc, vaste agenda pour Infravenir ce mois-ci et dans les prochaines semaines. Merci à tous. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.